Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, juste un petit test audio pour voir si vous m'entendez correctement. Oui, c'est bon. Bonjour Laurent. Merci. Bonjour. Bonjour. On va peut-être attendre quelques minutes. Ah mais il fait passer les oraux avec Monsieur Simon. Donc il est dans la salle où on était tout à l'heure. C'est dans la même salle que tout à l'heure. On va peut-être attendre juste 2 minutes puisque Frédéric Valette, qui doit introduire cette visio et qui est agriculteur, doit se connecter incessamment sous peu. Normalement, il avait bien prévu d'être là. Je me permets d'enregistrer puisque c'est une demande de plusieurs professeurs qui ne pouvaient pas être là puisqu'ils étaient en jury de bac pro aujourd'hui apparemment pour certains. Et comme ça permettra d'avoir une trace de nos échanges s'ils veulent les suivre et puis avec les supports bien sûr que je vous enverrai à tous.
suite à la visio. Donc, on va attendre peut-être 2 petites minutes de plus et puis on commencera, en respect aussi à ceux qui sont présents. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Bonjour. Bonjour. Ton micro, Laurence. Bonjour, afin de pouvoir commencer, je vais commencer par vous remercier, puis je vais passer très rapidement la parole à Frédéric Valette. Donc, vous remercier de prendre ce webinaire sur le changement climatique et sur AP3C, donc l'adaptation des pratiques culturelles au changement climatique, et à cette nouvelle proposition de collaboration avec vous et les élèves donc, de vos établissements scolaires pour voir si nous pouvons envisager au cours de l'année qui va venir de travailler ensemble sur le changement climatique pour impliquer vos élèves sur cette grande thématique importante. Voilà, donc moi je suis Laurence Romanaz, je suis coordinatrice d'AP3C. Donc je travaille pour le CIDAM et je vais laisser la parole à Frédéric Valette pour qu'il se présente et qu'il puisse retourner à ses occupations principales. Oui, merci Laurence. Donc, bonjour à tous. Effectivement, je suis très occupé puisque qui dit adaptation au changement climatique dit il faut s'adapter. Donc, quand il fait beau, nous sommes dans les tracteurs du matin au soir pour essayer de faire des bonnes récoltes dans les fenêtres de tir de météo favorable. Donc, merci à tous d'être présents. Je ne sais pas, peut-être on commencerait par faire un tour de visio, de table, je ne sais pas comment on peut dire du coup, avant de commencer. Laurence, toi tu t'es présenté, Oui. je vais me présenter. Donc, Frédéric Valette, donc agriculteur sur le nord de la Lozère, sur le contrefort nord de l'Aubrac, bovin viande, vente directe avec ma GAECA et ma femme. Donc, je suis responsable du programme du projet AP3C. Donc, je représente le Copamax CIDAM à titre d'élu référent. Donc, je suis co-responsable avec le président du CIDAM, qui est Yannick Philippe, qui est également président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire. Voilà, donc peut-être on peut faire un tour rapide. Oui, du coup, je vais dire les noms au fur et à mesure que je les vois sur mon écran et puis je vous laisserai vous présenter. Donc, Amélie Martel. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Si. Donc, Martelle Amélie, je suis formatrice en agricole au niveau des bacs pro, des CAP, des BPROA et des BTS à l'ISVT. C'est un lycée agricole en Haute-Loire. Sophie Guilbeault. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Ah oui, bonjour, donc moi je suis formatrice en agronomie principalement à la MFR de Gel. Vincent Caillez.
Oui, Vincent Caillès, donc je suis climatologue issu de Météo France et ça fait une dizaine d'années que je suis dans le réseau des chambres d'agriculture pour m'occuper des volets climatiques, des projets d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Dominique Carrère. On ne vous entend pas. Le micro. Je suis la directrice d'exploitation du lycée agricole d'Ain, où il y a une grosse exploite, vaches laitières, vaches à viande, ovins, porcins, poissons. Et je suis la future directrice de l'exploitation de la Lozère en septembre. Voilà. Oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait des correspondances. Il y a monsieur Olivier Martin qui vient à Ain, c'est ça aussi? Voilà, Olivier Martin vient à Ain, moi je repars en Lozère. Voilà. Merci. Laurent, Robert. Oui, bonjour, Laurent Robert, moi je suis de la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes, chargé de mission montagne et territoire. Laurence, tu me dis soit je rentre plus dans les détails tout de suite, soit je garde ça pour après. On finit peut-être le tour de table et puis on Allez, laissera Frédéric et puis tu pourras finir après. Magali Cubizol. Magali Cubizol, enseignante au lycée agricole des Vazés à Limoges. Donc moi, je fais de l'économie et de la gestion et historiquement, on a travaillé avec Isabelle Kimel, notamment beaucoup sur le changement climatique et dont notamment des projets conduits dans le cadre d'AP3C. Voilà. Monsieur Cartier. Oui, bonjour à tous. Donc Nicolas Cartier, je suis enseignant en agronomie au lycée agricole de Saint-Thierry-la-Perche, donc au sud de Limoges. Et du coup, Laure Gomita. Oui, bonjour, Laure Gomita, du coup référente AP3C pour le département de la Lozère. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Magali, voilà, Isabelle qui me l'était connectée, mais je crois qu'elle s'est déconnectée. Donc, Frédéric, je te laisse finir ton intervention. Oui, donc je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde, donc je peux que vous en remercier. Pas mal d'établissements de représenter donc pour ce temps d'échange. Remercier la DRAF qui est représentée donc par Monsieur Robert pour sa présence et son accompagnement sur le projet depuis ses débuts. Donc après, si tu veux bien faire passer quelques premiers diapos, oui, bien sûr. Ça serait comme ça. Je vais vous présenter un peu d'où c'est qu'on est parti. Voilà, donc l'objectif, c'est que Frédéric vous fasse une petite introduction. Après, Laurent reviendra sur Voilà. le parallèle entre changement climatique et enseignement agricole. Et après, avec Vincent, nous vous présenterons AP3C et puis ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, donc du coup, Frédéric, Voilà, donc, je te laisse présenter le CIDAM, tu l'as déjà fait. Voilà, donc rapidement, le CIDAM, donc, pour reprendre, c'est le regroupement donc, des chambres d'agriculture au niveau Massif central. Alors, on dit souvent Copamax CIDAM, puisqu'il y a une branche. Donc, CIDAM, donc, c'est les chambres, et c'est plus sur des projets de développement agricole dont fait partie AP3C, et puis Copamac. Copamac, c'est plus la branche syndicale de cette structure, donc qui a pour but également de travailler sur tout ce qui est politique publique, notamment c'est le gros paquet donc, qui nous concerne, c'est la PAC et le maintien de l'accompagnement de l'agriculture de montagne et plein d'autres choses. Les sujets sont divers et variés avec un tout nouveau président, donc qui est Yannick Fialib, je l'ai dit tout à l'heure, président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire, et le président Copamac CIDAM, qui est Patrick Bénézy, du Cantal. Donc sur le projet AP3C, donc c'est un projet donc qui est né en 2015. Au départ, il y avait une première réflexion qui avait été lancée dans la Creuse sur le sujet réchauffement climatique, où il nous a semblé pertinent d'essayer de mutualiser un peu les moyens et de l'étendre à la zone Massif central, avec toutes les particularités que représente notre région et aussi toutes les similitudes sur tous nos plateaux de production. Donc aujourd'hui, ça représente 11 chambres d'agriculture, 11 départements qui sont engagés sur le projet. Vous avez la carte
la carte sous les yeux, avec 3 régions administratives représentées, donc la Nouvelle-Aquitaine, surtout le parti Limousin, Auvergne-Rhône-Alpes sur la partie Auvergne, plus la Loire, me semble-t-il, et 3 départements de l'Occitanie aussi qui sont engagés avec le Lot, l'Aveyron et la Lozère. Donc, le souhait qu'on a eu quand on a lancé le projet AP3C, c'est d'avoir une démarche ascendante, si vous voulez, en prenant en compte que l'agriculture, par le passé, a montré ses capacités à s'adapter à tout un tas de problématiques, à tout un tas de crises. Ça a été un peu la force de l'agriculture. Et on s'est dit, il faut mutualiser un peu tout ce qui se fait. Mais pour cela, on avait besoin d'avoir des données précises. Donc, c'est là qu'on a fait le choix de se mettre tous ensemble pour bénéficier aussi du travail donc, de notre climatologue, donc Vincent, qui est présent ici et je le remercie. Donc, pour pouvoir avoir des données un peu précises et pouvoir construire quelque chose de cohérent à l'horizon 2050. Donc, ça a été en plusieurs phases. On a commencé par une première phase donc, avec tout un tas de données qui ont été petit à petit mis à disposition donc, des chambres d'agriculture dans un premier temps et puis et de nos techniciens référents. Donc, il y a un comité de pilotage. Alors, lui, qui est très ouvert donc, avec tous les partenaires du projet. C'est très transversal. Et un comité technique où dans chaque département, on a des conseillers, notamment en chambre d'agriculture, qui travaillent sur la partie technique et qui abondent d'orientation justement pour que nous, élus, nous puissions prendre les décisions et être le plus en phase possible avec ce que recherche le territoire. Excusez-moi. Ensuite, on s'est rapidement rendu compte que par les réchauffements climatiques, il ne s'agissait pas de dire demain il fera de plus en plus chaud et il pleuvra de moins en moins. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est mettre en place justement des pistes d'adaptation par rapport à tout ce qu'on peut entendre un peu trop facilement sur beaucoup de médias, notamment où vous avez été fatigué d'entendre parler de réchauffement climatique, mais c'est bien beau d'en parler, mais on ne nous apporte rien. Donc nous, on a décidé d'amener des choses concrètes sur les exploitations. Et donc aujourd'hui, c'est un projet donc, en 5 approches. L'approche bien sûr climatique, l'approche agronomique, bien sûr, ça a été notre premier rapport d'entrée, puisque quand on parle de réchauffement climatique dans nos régions d'élevage, ou d'agriculture de montagne, l'agronomie vient en numéro 1. Et donc après, on a dit il faut élargir à tout le système d'exploitation. Et ces données nous permettent d'aller beaucoup plus loin et d'aller notamment travailler énormément sur l'aspect filière, à tel point qu'on a beaucoup de filières aujourd'hui qui regardent très près le programme AP3C. Je pense notamment à l'INAO, parce que nous sommes dans une région très reconnue pour tous les fromages AOP notamment. Et l'INAO est très inquiète et s'est rapproché un peu de la P3C par rapport aux dérogations systématiques de beaucoup d'appellations d'origine protégée. Et donc, on travaille ensemble. D'ailleurs, au dernier colloque, on a eu une intervention du pôle fromager qui est basé à Aurillac. On travaille ensemble justement pour faire en sorte de pouvoir adapter le mieux possible les cahiers des charges pour éviter d'avoir à systématiquement revenir chaque année sur les dérogations, ce qui peut mettre quand même en danger certaines filières qui aujourd'hui sont source de revenus garantis pour bon nombre d'agriculteurs sur le territoire massif central. Et un 5e point, l'approche territoriale, où là, on a fait le choix de s'ouvrir beaucoup plus large que l'agriculture au sens propre, puisque la première ouverture, c'était évidemment les filières. Mais on s'est rapidement rendu compte qu'aussi, l'agriculture fait partie d'une société à part entière. Et pour réussir, pour rester attractif sur tous nos départements, et pour pouvoir attirer des jeunes, il fallait qu'aussi toute la société, et notamment les élus des collectivités, puissent s'imprégner un peu de tout notre travail pour pouvoir travailler ensemble. On a réussi on a déjà travaillé notamment on a eu des interventions du Nord Clermont, communauté de communes,
je ne sais pas le terme exact, comment elle s'appelle exactement, pour faire voir comment ils ont pu se servir d'AP3C justement pour pouvoir regarder un peu comment s'adapter aux nouvelles lois. On parle beaucoup de loi climat, zéro artificialisation des sols. C'est du concret aujourd'hui et pour beaucoup d'élus, ça parle beaucoup. Et de pas faire n'importe quoi justement pour pouvoir préserver et avoir une approche plus de partage de la ressource. Et quand on parle de partage de la ressource, on arrive facilement à trouver les points de convergence parce que le point numéro 1 qui revient depuis 2022, bien évidemment, c'est la gestion de l'eau. Et donc, on a besoin, et vice-versa, de travailler tous ensemble pour répondre à ces problématiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un projet qui date depuis 2015 et qui a 10 ans. Et en 10 ans, on a réussi donc à fédérer beaucoup de monde autour de ce projet. Je vais bien sûr arriver sur la partie enseignement. Donc, vous l'avez compris, je pense dans toutes vos présentations, j'ai écouté un peu ce qui s'est dit. Vous avez des exploitations agricoles dans vos exploitations. Et ce qui est intéressant, et on l'a déjà fait je pense notamment au lycée agricole de Saint-Chély-l'Apcher en Lozère, cette approche système, quelle va être l'exploitation, comment on va pouvoir travailler par rapport au réchauffement climatique, comment elle va pouvoir s'adapter une exploitation dans tout son système globalement à l'échéance 2050. Et les retours qu'on a eus, et bon, ça c'est des retours d'élèves et du corps enseignant, c'est que c'est un outil qui s'est trouvé très adapté et très large d'utilisation, c'est-à-dire que bon, là c'était une exploitation bovin-lait avec un système séchage en grange au Pélayol justement, fromage lait cru, ce qui a permis à ces jeunes filles, puisque c'était que des filles dans cette promo, de pouvoir faire vraiment un diagnostic précis donc, du fonctionnement de l'exploitation et comment serait l'exploitation à l'horizon 2050. On va même jusqu'à l'adaptation sur les bâtiments d'élevage de demain. On va sur tous ces aspects-là. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que j'ai peur de mordre sur le travail de mes collègues. Hein. Donc, je vais vous souhaiter. Alors, je suis désolé parce que je ne vais pas pouvoir rester très longtemps avec vous parce que je suis vraiment très, très occupé en ce moment dans les foins. Donc, vous allez avoir beaucoup de présentations, beaucoup d'exemples donc sur beaucoup de diaporamas. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et ce qui serait bien, c'est de commencer à lancer une démarche pour la rentrée prochaine. Donc, ça serait quand même intéressant d'arriver à travailler. Et je pense que je ne sais pas si on peut parler même de modules sur le réchauffement climatique, mais je pense que pour nos jeunes, il y a moyen de faire quelque chose. Je suis assez confiant parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dans les exploitations agricoles. Je les sens très motivés, ces jeunes. J'en rencontre beaucoup au travers de ce projet. L'agriculture du Massif central a de l'avenir. C'est dans le Massif central où on décapitalise le moins. Or, certains diront oui, mais parce qu'on ne peut pas faire autre chose. C'est plus compliqué que ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une vocation à montrer même un exemple au niveau du Massif central pour d'autres régions, qu'on est capable de s'adapter et à rendre ce métier attractif. Et pour cela, il va falloir répondre à de nombreux enjeux, dont celui du réchauffement climatique. Et il faut absolument que les jeunes prennent en main tous les outils qu'on peut leur proposer. Voilà, je vous remercie. Merci Frédéric. Du coup, je vais laisser la parole à Laurent Robert voilà, pour faire le lien entre nos travaux et la volonté de travailler aussi avec l'enseignement et de partager toutes les ressources qu'on peut avoir. Oui, merci. Alors, je reprends effectivement mes explications et ça va forcément un petit peu empiéter sur les propos de Frédéric, et tant mieux, hein, ça veut dire qu'on est en cohérence. Et merci et bon courage. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Mais moi, donc, comme je le disais dans le tour de présentation tout à l'heure, je suis chargé de mission
Montagne et Territoire à la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes. Mais finalement, cette mission Massif, c'est une mission qui est à l'échelle du Massif central avec des moyens financiers qui nous permettent, dans le cadre du partenariat que l'on a avec le commissariat de Massif central, d'accompagner financièrement des projets de recherche et développement en faveur de l'élevage herbager du Massif central. Moi, quand je suis arrivé sur ce poste il y a quelques années, un constat avait été fait par mes prédécesseurs, c'est que finalement, les projets que l'on accompagnait étaient toujours assez intéressants, mais pas suffisamment valorisés. Pas valorisés suffisamment sur le territoire, auprès des usagers finaux que peuvent être les agriculteurs, mais aussi les techniciens, les conseillers, les enseignants. Et le constat que je ne peux que partager, c'est que l'enseignement agricole est un levier fort pour pouvoir valoriser au mieux ces actions que l'on peut financer. Simplement, pour avoir été à votre place pendant un certain nombre d'années, moi je considère, et c'est ce que l'on fait ensemble à travers AP3C et d'autres projets, que pour que ce soit approprié par l'enseignement agricole, que ce soit les enseignants, les formateurs, les apprenants, les exploitations pédagogiques, etc., il ne faut pas que ce soit simplement à travers une présentation de résultats technico-économiques issus d'un projet, parce que cette forme un peu descendante n'est pas suffisante, mais vraiment, si on veut être efficace, c'est en vous impliquant dans les projets que vous en ressentirez tout l'intérêt et que vous pourrez le transmettre auprès de vos apprenants, que ce soit des étudiants, des élèves, des futurs porteurs de projets qui vont s'installer dans quelques années, ou des futurs enseignants ou conseillers. Donc l'idée, c'est que systématiquement, lorsque l'on accompagne financièrement un projet, dans le projet, vu qu'il y a déjà un certain nombre d'acteurs complémentaires, on demande à ce qu'il y ait systématiquement des établissements d'enseignement agricole qui soient partie prenante du projet. Donc, ce qui veut dire que parfois, vous êtes peut-être sollicité, vous, votre direction, pour intégrer des dispositifs que l'on est amené à financer, nous ou nos collègues du Massif central, parce que ça nous paraît beaucoup plus efficient, et puis que pour vous, qui êtes dans votre quotidien, c'est une opportunité pour finalement se servir de projets concrets sur votre territoire, dans vos apprentissages ou dans vos projets. Donc, c'est bien plus que de la théorie, c'est concrètement ce qui se passe sur votre territoire dans lequel vous allez pouvoir vous embarquer et embarquer vos apprenants. Et ce que vous allez voir à travers AP3C et les témoignages des personnes qu'on commence à connaître parce qu'elles se sont impliquées dans les dispositifs précédents, c'est que finalement, on a raison de faire comme ça parce que c'est gagnant-gagnant. Nous, on met de l'argent public à destination de porteurs de projets. Ils sortent des résultats technico-économiques qui permettent soit de valoriser, soit de se projeter, c'est ce qu'on va voir là. Et finalement, vous enseignants, vous directeurs d'exploit, vous accompagnants de futurs porteurs de projets, vous allez pouvoir vous en servir directement à travers des projets, des actions que l'on va vous donner la possibilité d'accompagner. Voilà, simplement, oui, pour vous dire, je l'ai dit un petit peu en parenthèse entre deux phrases, avant d'être sur ce poste-là, j'ai été dans l'enseignement agricole public pendant un certain nombre d'années, donc ça me permet d'avoir une vision large de tout ce que peuvent proposer nos établissements d'enseignement agricole. J'exclus pas l'ISVT, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas que le public, il y a les établissements d'enseignement agricole privés qui ont un rôle à jouer sur leur territoire aussi. Et les actions d'accompagnement, de recherche, de développement sur le territoire font bien partie des prérequis qui sont demandés aux établissements d'enseignement agricole. Donc, vous avez vraiment toute votre place là-dedans. Voilà, je ne serai pas plus long. Simplement, il vaut mieux maintenant qu'on passe à des explications de texte beaucoup plus concrètes de la part de ceux qui le vivent au quotidien. Merci. Donc, Vincent va désormais vous présenter les résultats d'AP3C pour que vous puissiez avoir une idée de qu'est-ce que c'est que cette méthode spécifique qui a été construite pour répondre aux besoins des agriculteurs d'adaptation face au changement climatique auxquels ils sont contraints. Et voilà, donc du coup, Vincent, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour à tous. Donc avant de rentrer dans les résultats, il y aura quelques diapositives sur la méthodologie, puisqu'on est encore, et vous serez peut-être questionné, on va dire, sur cet aspect des choses. Donc les éléments de méthode climatique, diapo suivante, c'est le fait que dans ce qu'on vous présente habituellement, et le site qui est le plus connu en France s'appelle DRIAS Les Futurs du Climat, encore actuellement, ce sont des résultats de modèles de recherche.
qui cherche à mieux comprendre les phénomènes, les processus qui sont à l'œuvre dans le cadre du changement climatique. Mais le but premier de ces projections climatiques qu'on dit physiques, ce n'est pas de décrire des trajectoires. Et c'est le contraire avec AP3C, parce que nous, pour moi, ce que j'ai mis au point, c'est un outil de description de trajectoire. Et l'intérêt, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pour être certain que les trajectoires telles qu'on les projette dans le futur, elles sont bien compatibles avec les trajectoires telles qu'elles sont engagées donc, sur le territoire du Massif central. Comme c'est un outil statistique relativement léger, on en a fait 10 000 projections et on a eu la possibilité aussi de spatialiser nos projections au pixel de 500 mètres. Et c'est pas seulement un truc théorique, on va dire, cette compatibilité avec les trajectoires observées, puisque si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier sur le dernier rapport du GIEC, et en particulier l'Atlas interactif, qui est un outil pointer-cliquer, où vous pouvez donc sortir les cartes que je vous montre actuellement. On peut vérifier qu'en particulier sur la température printanière, la moyenne des températures de l'après-midi du printemps, lorsqu'on regarde les projections climatiques habituelles sur votre gauche, vous avez une évolution qui est relativement modérée, 1,5 à 1,6 degrés en 55 ans, tandis que ce qui est observé sur le terrain donc en 35 ans, et c'est exactement la même période que ce qui a été choisi par le projet AP3C, et ben vous faites le calcul, ça va 3 à 4 fois plus vite. Donc bien entendu, comme l'agriculture, après ça sert à produire de la nourriture, c'est quand même un besoin essentiel. Donc nous, on n'allait pas se baser sur des choses qui vont bien trop lentement par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Voilà pourquoi on a dû concevoir donc nos propres projections climatiques. Et une autre manière de voir les choses, là c'est un zoom que nous on avait fait sur le site de Clermont-Ferrand, donc un peu de temps avant la sortie du rapport du GIEC. Donc les points noirs, ce sont donc les observations des températures moyennes maximales donc, du printemps. Et les petits points verts, ce sont les simulations en scénario moyennement émetteur de gaz à effet de serre. Les points rouges, ce sont les mêmes simulations, mais en scénario fortement émetteur de gaz à effet de serre. Bah, si on le lit verticalement, on retrouve la même divergence qu'avec la carte qui vous a été présentée précédemment, c'est-à-dire que les observations, bah, ça va 3 à 4 fois plus vite que les simulations. La pente est 3 à 4 fois plus forte. Mais ça peut aussi se lire de manière horizontale, c'est-à-dire que si vous regardez l'espérance des points rouges, on va dire, à la fin du siècle, elle se trouve quelque part au niveau central vers les 18 degrés, tandis que l'espérance observée actuelle, 2020-2025, ben on est déjà en train de dépasser ces 18 degrés. Donc ce n'est pas juste une question de vitesse à cause de problèmes un peu techniques dont je ne vais pas rentrer ici dans les détails. C'est aussi le fait que si vous utilisez ces points de couleur, eh ben vous vous adapterez, vous tenterez de vous adapter à un climat qui est déjà dépassé maintenant. Donc en fait, vous pourriez mettre en place des processus de contre-adaptation par rapport au véritable changement climatique. Alors, ce n'est pas uniquement des questions de température, parce que la température, ça joue fortement donc, sur l'évapotranspiration potentielle, enfin sur l'évaporation en général des végétaux. Donc là, j'ai fait donc la même chose, mais sur Clermont-Ferrand, mais au lieu de le faire sur les températures, je l'ai fait sur la demande évaporatoire, donc l'ETP du printemps. On peut vérifier aussi, vous regardez la courbe bleue centrale et la courbe noire, qui est la courbe associée donc aux ETP observés. Bah oui, effectivement, ça va 3, enfin là c'est même 5 fois plus rapide, ce qui est normal parce que l'ETP dépend exponentiellement de la température, donc c'est normal que la divergence soit plus forte avec les ETP. Et ce n'est pas uniquement sur le site historique donc, de Canary Agri, c'est également sur le nouveau site. Donc, diapo suivante, le site qui est Climadiag Agriculture. Alors là, il y a une nouveauté, c'est que c'est compatible avec la TRAC et je vais revenir là-dessus. C'est désormais, comment dire, il y a une norme qui a été édictée par le ministère de la Transition écologique qui dit que donc tous les projets qui veulent un support public doivent respecter la TRAC, trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. C'est quelque chose qui est très légèrement supérieur au point vert, mais nettement inférieur au point rouge pour faire les choses très simples. Voilà, c'est une trajectoire un peu centrale, on va dire. Donc on doit la respecter. Bah, également sur cette nouvelle version, ce qu'on peut voir, bah, c'est que la réalité, elle va 4 fois plus vite que ce qui est simulé, y compris donc en respectant cette norme. Donc je vais parler un peu plus de cette norme parce que c'est important, parce que désormais, a priori, toute l'action publique doit respecter cette norme. Donc diapo suivante. Donc, la relation entre AP3C et la TRAC, sous-entendu la TRAC au sens du document de cadrage du ministère de la Transition écologique. Donc, vous avez donc le ministère qui a édicté un document donc, de référence il y a de ça 1 an et demi environ. Et qu'est-ce que donne donc, ce document de référence? Je vous laisserai vérifier si ça vous intéresse. Bah, ce que ça dit, c'est que, ce qui est présenté en premier, c'est que ça doit respecter les plus 4 degrés, sous-entendu en moyenne hexagonale, France entière, et sous-entendu aussi en température moyenne annuelle, à l'échéance 2100,
par rapport à une par rapport à une période de référence pré-industrielle qui est déterminée entre 1850 et 1900. Et il se trouve que lorsqu'on regarde ces choses-là, eh ben, ça correspond assez précisément, même si ce n'était pas prévu au départ, à la poursuite de la tendance réellement engagée depuis 1980, c'est-à-dire exactement ce que nous utilisons dans la P3C. Donc, il se trouve que nous respectons cette condition. Mais si ça vous intéresse, on a des développements un peu plus détaillés, on va dire, sur le fait qu'on respecte cette condition. Dans ce document, en annexe, ça vérifie, donc, enfin, ça indique le fait que c'est équivalent à choisir un scénario d'émission de gaz à effet de serre qui est intermédiaire donc, entre le 4.5, les points verts, et le 7.0, des points rouges, même si, voilà, sachant que c'est un peu plus proche donc, du 4.5. Et il se trouve que ces deux scénarios-là, si vous regardez, c'est des scénarios un peu centraux, si vous regardez jusque 2050, eh ben, ils se confondent, ils sont confondus. C'est seulement les scénarios extrêmes qui se séparent plus tôt. Et donc, au moins jusque 2050, donc c'est la même trajectoire, et cette trajectoire, c'est tout suit la poursuite de la tendance engagée, c'est-à-dire que c'est exactement ce que nous faisons. Et cette norme impose également le fait qu'on n'utilise pas un seul modèle climatique vers le futur, mais une moyenne multimodèle, et c'est ce que nous faisons exactement, précisément. Par contre, ce qui n'est pas imposé par la TRAC, mais que nous respectons, c'est le fait qu'on est compatible donc avec les tendances non seulement en moyenne annuelle et en moyenne France entière, mais également à une échelle territoriale et également à une échelle saisonnière. Donc, on est encore critiqué sur cet aspect des choses, le fait que ce soit donc de nature scientifique, enfin les bases de nos travaux, et le fait donc qu'on respecte ou pas la TRAC. Donc c'est pour ça qu'il y a la dépôt derrière. Je vous ai mis toute une liste, on va dire, des communications telles qu'elles ont été revues par des pairs. Voilà, mais je passe rapidement. Vous aurez, si vous voulez vérifier, donc effectivement, on a bien donc la validation répétée, on va dire, par des pairs sur un certain nombre d'aspects. Alors, sur quel domaine on étend, nous, nos projections, enfin les observations et les projections? Bah, voilà le grand domaine massif central sur lequel on fait donc des projections. Sachant que comme il n'y a pas de, si j'ai bien compris, il n'y a pas de personnes qui viennent donc de l'extérieur de cette zone rouge, on ne parlera pas des quelques informations qu'on a désormais sur le nord des Alpes dans le cadre d'un projet qui s'appelle Agriora 2050. L'essentiel de nos informations, on l'a donc sur le cadre rouge que vous avez à l'écran. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats. Donc, les résultats, alors là, c'est le grand domaine. Enfin, je vais vous présenter essentiellement le grand domaine. On a des résultats sur les températures, sur les précipitations, sur la demande évaporatoire et sur la différence entre les précipitations et la demande évaporatoire qu'on appelle le bilan hydrique potentiel. Ça, ce sont les résultats climatiques, on va dire. Donc, la température moyenne annuelle, regardez comment c'est en train d'évoluer, mais déjà, un paramètre qui est très moyenné, on va dire, très tamponné, mais déjà, on peut voir que sur le domaine, on a des différences assez sensibles, y compris parfois à l'intérieur d'un département, plus ou moins 10%, plus ou moins 15%, sur ce paramètre très tamponné. Donc, on a aussi les résultats saison par saison. On va commencer par le printemps, où là, je voudrais simplement vous faire remarquer que au niveau central, regardez la valeur centrale donc de l'échelle des couleurs, on est aux alentours de 2,5 degrés en 50 ans. Alors, je vous présenterai toujours soit l'échéance 2000-2050, soit la différence entre les deux. Là, c'est la différence entre les deux. Donc oui, c'est au printemps que, en moyenne, sur l'ensemble des domaines, la température évolue le plus vite à la hausse. Ensuite, vous avez l'été, où là, en périphérie du Massif central, on retrouve effectivement le signal de grande échelle qui vous est dit habituellement, c'est en été que les températures évoluent le plus vite à la hausse. Bah, certes, quand il n'y a pas d'interaction avec des reliefs, oui, effectivement, c'est la saison sur laquelle la température évolue le plus vite à la hausse, mais le Massif central, il y a plein de reliefs partout. Donc, les interactions, en particulier avec le relève, de fait de soulèvement de masse d'air qui crée plus facilement des nuages à l'avenir, tant que c'est pas trop sec, et ce n'est pas encore trop sec, c'est-à-dire ça n'empêche pas la formation du nuage, bah, ça bloque un peu le rayonnement solaire, et donc ça fait que l'évolution des températures estivales en plein cœur du Massif central, elle est faible, voire nulle. Par contre, en périphérie, effectivement, ça évolue relativement vite, surtout donc sur le sud-ouest du Massif central. Mais je crois qu'il n'y a pas de représentant du Lot aujourd'hui. Voilà, c'est surtout sur cette zone-là que c'est fort. Alors, maintenant, les précipitations, donc évolution en cumul annuel, en gros, c'est négligeable, sauf pour le sud-ouest du Massif central, où là, on peut avoir des diminutions de 10 à 15% de cumul annuel, ce qui est sensible, mais partout ailleurs, 10, 20, 30 mm sur un cumul qui fait, je sais pas quoi, 800 à 1500, non, c'est négligeable en termes d'évolution du cumul annuel. Par contre, de manière saisonnière, ce n'est pas la même chose.
En particulier, on commence par le printemps. Le printemps, attention, toutes les couleurs, c'est de la diminution, sauf le vert foncé éventuellement. Donc oui, sur le Massif central, très généralement, il y a une diminution des précipitations au printemps, ce qui est cohérent avec le fait que les températures évoluent le plus vite à la hausse. Parce qu'un air qui est sec, la capacité calorifique elle est plus faible, donc on peut plus facilement le réchauffer et aussi le refroidir. Mais je ne sais pas s'il y aura une diapositive sur le gel, peut-être, j'en parlerai à ce moment-là. Donc en été, j'ai parlé du fait que les nuages se formaient plus facilement grâce au relief. Une fois que les nuages sont suffisamment épais verticalement, il y a des précipitations associées. Donc ce qui est vert, c'est une augmentation du cumul de précipitations, et ce n'est pas une plaisanterie, sachant qu'en périphérie, en particulier sud du Massif central, vous avez le signal de grande échelle qui est une baisse des précipitations, on est bien d'accord. Mais sur, plus de 50% du territoire du Massif central, on est dans le cas d'une hausse de précipitations. Ce que la carte ne vous dit pas, c'est la qualité des précipitations. Ces précipitations se formeront de plus en plus souvent sous forme d'averses orageuses localisées de forte intensité. Mais en termes de cumul, non, c'est en train d'augmenter, on va dire, sur une majorité du Massif central. On va passer maintenant donc, à la demande évaporatoire. Là, j'ai fait uniquement donc, le cumul annuel, sachant que ce qui est blanc, enfin le plus clair possible, c'est quand même déjà une augmentation de 80 à 100 mm. Et lorsqu'on s'en va vers le sud-ouest ou le sud-est, on dépasse les 150 mm. Donc ça veut dire que à cause de l'augmentation des températures, vous avez une augmentation violente de la demande évaporatoire. Et lorsqu'on fait le bilan, c'est-à-dire la différence entre les deux, ça c'est la carte suivante. Eh bien, donc, sur une grande majorité du Massif central, étant donné que le cumul de précipitations annuelles n'évolue pas, c'est les mêmes valeurs en sens inverse, enfin, en sens opposé, on va dire, que pour l'évolution de l'ETP. Donc, sur les sommets et vers le nord-ouest, 80 à 100 mm de dégradation de ce bilan hydrique potentiel. Par contre, quand vous allez vers le sud-ouest, il faut combiner cette augmentation de l'ETP avec la diminution des précipitations, ce qui fait qu'on peut atteindre on peut dépasser les 200 mm et se rapprocher des 250 mm de dégradation du bilan hydrique, donc vers le sud-ouest du Massif central. Mais sachant que le bleu foncé, c'est déjà une dégradation sensible. Voilà, ne nous laissons pas abuser par la couleur. Alors ça, c'était les évolutions, on va dire, climatiques. Mais évidemment, c'est un projet qui est à destination de l'agriculture, donc on ne s'est pas contenté de ça. Donc on a fait des projections agroclimatiques, en particulier via des indicateurs agroclimatiques. Alors on va passer assez rapidement sur la liste. La première page, donc, c'est les 16 indicateurs associés donc, à l'herbe, et je vous présenterai donc la date de redémarrage de végétation et une date de fauche. Et les autres indicateurs, il y en a relatifs aux céréales, relatifs au maïs, je vous montrerai une carte d'échauffage, des dérobés, des cultures, on va dire, courtes, la vigne aussi, il y a certaines zones où c'est important, ça, des zones où c'est en train de plus pouvoir se faire, plutôt vers le sud, et des zones où c'est en train de pouvoir se faire alors que ça n'existait pas trop avant. Voilà. Et puis il y a un indicateur généraliste qui justement est la date de dernière gelée de printemps. Donc on y va pour la date de redémarrage de végétation. Donc ça, c'est en évolution. Donc le bleu foncé, c'est quand ça évolue peu vers le sud. C'est normal parce qu'en fait, on était déjà tellement proche, on va dire, du début de l'année qu'on ne peut pas précocifier beaucoup. Mais au plus on monte en altitude, au plus c'était tardif, donc au plus ça précocifie. Et donc le redémarrage de végétation, lorsqu'on est à 1200 à 1500 mètres, oui, ça peut atteindre un mois. Un mois de précocification en 50 ans. Donc ça, c'est extrêmement significatif, on va dire, pour la conduite des exploitations. J'ai fait un zoom sur le département du Puy-de-Dôme sur la carte suivante, sur la diapo suivante, pour vous montrer justement la différence de qualité que vous pouviez avoir pour les personnes qui se seraient intéressées, donc il y a de ça 2 ans, à nos cartes sur votre gauche. Voilà ce qu'on présentait. Donc, et sur votre droite, voici la nouvelle version qui est en ligne depuis un peu plus d'un an. À l'évidence, donc, il y a eu une amélioration méthodologique. On a des choses qui sont beaucoup plus réalistes vis-à-vis de ce qui se passe au niveau des territoires. Il y a moins de bruit aussi. Pour un certain nombre de cartes, désormais, enfin pour une majorité de cartes même, on peut l'utiliser jusqu'au pixel de 500 mètres, c'est-à-dire avoir des distinctions entre des exploitations qui sont relativement proches. Voilà. Donc si vous avez encore des anciennes cartes, s'il vous plaît, utilisez plutôt les nouvelles versions parce que je n'ai vu aucune dégradation en passant de la version 2022 à la version 2023. En ce qui concerne donc les fauches, là, ça a été la fauche précoce qui a été choisie, donc des sommes de température qui atteignent 750 degrés. Regardez ce qui se passe en 2000 et 2050. En périphérie, vous voyez une évolution. Il y a déjà une évolution et c'est normal parce qu'on n'est plus au début de la saison. On
On est au mois d'avril déjà, donc vous avez une contraction. Mais cette contraction, elle est plus rapide, on va dire, sur les sommets. Donc, on gagne un peu plus d'un mois, on va dire, sur cette date de fauche précoce. Pour faire les choses simplement, les cycles de production sont en train de se raccourcir. Non seulement c'est plus précoce, mais en plus, les cycles de production se raccourcissent. Ensuite, lorsqu'on va avoir donc des choses qui sont relatives à l'échaudage, là, 32 degrés, donc c'est pour le maïs. Ben, regardez cette évolution donc, entre la situation 2000 et 2050. Qu'est-ce qu'on peut trouver de spectaculaire un peu? On va regarder sur le sud du Lot. En situation 2000, on était aux alentours d'une vingtaine de jours, donc avec dépassement de 32 degrés. En situation 2050, c'est du rouge foncé, bah, le double, quoi, aux environs de 40 jours. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement significatif. Là, pour les températures fortes, vous avez la combinaison de l'augmentation des températures moyennes, la dérive tendancielle, et l'augmentation de la variabilité. Donc, grosso modo, les températures extrêmes, grosso modo, évoluent 2 fois plus vite que les températures moyennes à la hausse. Et en sens inverse, diapo suivante, les événements froids, bah, eux, c'est la combinaison, on va dire, une sorte de compensation, plus ou moins partielle, entre donc l'augmentation des températures, d'accord, mais l'augmentation des écarts aux moyennes, qui fait que les températures les plus basses, elles sont à peu près au même niveau. Alors, pas exactement, il y a quand même une légère contraction de la date de dernière gelée de printemps. Sur votre gauche, vous aviez, donc on ne fait pas que des cartes de médiane, jusqu'à présent, vous avez présenté des cartes de médiane, mais on peut aussi faire des cartes donc, de décile, ou la décennale, ça veut dire année décennale, donc précoce sur votre gauche. Alors, précoce, ça veut dire que le dernier gel, il est tôt dans la saison, donc c'est les années favorables. Et puis sur votre droite, les années décennales tardives, donc là, c'est défavorable, parce que ça arrive tard dans la saison. Bon, il y a des petites différences entre les deux cartes, hein, mais admettons que ce soit les mêmes cartes. Et ben là, regardez l'échelle simplement. Et bien oui, l'échelle, par contre, c'est pas la même. C'est-à-dire qu'en année décennale précoce, il y a une contraction assez rapide vers le début de l'année. Donc quand c'était favorable, ça va devenir plus favorable à l'avenir. OK. Pour les années favorables, ça va devenir plus favorable. Mais pour les années défavorables, eh ben, ça se précocifie moins. Et regardez en particulier les couleurs les plus sombres, là, le bleu et puis même le violet, enfin le bleu très foncé, là. Vous avez une contraction qui est très faible, voire nulle, enfin même, et ça peut aller légèrement dans l'autre sens. Donc, mais même quand il y a une certaine contraction, elle est faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la mesure où vous avez un démarrage de végétation qui, lui, se cale sur la température moyenne et qui se fait de plus en plus tôt, et ben la date de dernière gelée, même si elle se fait un tout petit peu plus tôt de manière calendaire, elle se fait plus tard dans le développement phénologique, donc avec des conséquences plus sévères pour les végétaux. Voilà. Donc ça, c'était pour quelques indicateurs agroclimatiques. Je termine sur les indicateurs agropédoclimatiques. Et même, j'aurais dû écrire hydropédoclimatique, mais bon, ça commençait à faire long. C'est-à-dire là où on tient compte de l'eau dans le sol, des réserves utiles en particulier. Donc, c'est quoi la différence entre les indicateurs agroclimatiques et les indicateurs agropédoclimatiques? Eh ben, on utilise donc des éléments relatifs au bilan hydrique réel, c'est-à-dire on fait un bilan à 2 niveaux, une réserve facilement utilisable, une réserve de survie. On regarde s'il n'y a pas des débordements, ça c'est pour les recharges des sols et aussi des réservoirs donc, naturels ou artificiels. L'évapotranspiration réelle, ça donne une idée, c'est à mettre en relation avec la production, donc on peut arriver à des choses qui sont quantitatives. On y est arrivé en particulier pour des départements de la Loire, si ma mémoire est bonne, et puis ça a été appliqué dans l'Allier aussi. Et puis, on peut aller regarder donc, le stress hydrique. Donc, AP3C, on a appliqué, on n'avait pas de cartographie de sol, il n'y en a pas de manière uniforme sur tout le massif central. Donc, on a appliqué un panel de sol sur tous nos points. Et le panel de sol, c'est 45 mm de réserve utile, 75, 120 ou 180 mm. Voilà. Puis ensuite, on peut regarder, enfin, les conseillers regardent ce qui les intéresse sur leur exploitation. Quelques exemples donc d'indicateurs agro-pédoclimatiques qui ont été choisis donc, sur les départements Auvergne-Rhône-Alpes. Les écoulements en période de recharge hivernale, bah oui, qu'est-ce qui déborde des sols? Bon, de moins en moins, certes, mais à quelle vitesse ça va évoluer? Les arrêts de pousse, donc des végétations herbacées, donc ça, c'est un peu pour le pâturage, on va dire, bah, est-ce qu'il va y avoir de plus en plus ou moins, on va dire, de blocage, on va dire, de température élevée ou de stress hydrique fort? Une estimation de la distribution d'eau à la pâture, c'est le nombre de jours cumulés où il n'y a pas d'écoulement, où il n'y a pas de débordement de sol sur une grande période estivale. Le potentiel de pousse au printemps, bah, c'est en sens inverse, le potentiel de non-pousse au printemps, c'est-à-dire au démarrage de végétation entre 400 et 800 degrés jour. Et combien est-ce qu'il y aurait de jours où il y aurait des stress hydriques importants?
Et puis le dernier exemple, donc, estimer la réussite de l'implantation des dérobés avec, après récolte de céréales, c'est on regarde la réserve facilement utilisable, si elle est suffisamment, on va dire, mouillée, enfin si le sol est suffisamment mouillé, ça c'est un indicateur de proximité pour le fait que, oui ou non, ça va réussir donc à prendre racine. Ce sont des exemples donc des choix, on va dire, de définition qui ont été faits au sein du comité technique par les conseillers des chambres d'agriculture départementales du Massif central qui font partie donc du projet AP3C. Alors comment est-ce qu'on représente ces choses-là? Donc là, il n'y a pas de carte, puisque les sols sont différents partout, donc on fait point par point. C'est toujours la même manière, c'est-à-dire que vous avez une courbe centrale qui représente la moyenne, et puis vous avez les petits points, enfin la moyenne ou la médiane, en général c'est relativement proche l'un de l'autre. Vous avez de part et d'autre les quintiles, c'est-à-dire les années quinquennales hautes et basses, et encore de part et d'autre les déciles, donc les années décennales hautes et basses. Donc il y a 10% des possibilités qui sont en dessous du rouge, 10% qui sont au-dessus du violet, 80% entre le rouge et le violet, 60% entre le orange et le bleu. Voilà, vous avez une distribution, on va dire, à la fois observée avec les points et projetée donc avec les courbes. Et voilà ce que ça donne sur un exemple. J'ai le temps de faire un exemple. Donc l'écoulement en période de recharge hivernale. Donc ça a été demandé sur l'Allier et le Puy-de-Dôme. Et ben on voit donc la quantité, on va dire, d'eau qui déborde des sols, alors sur des sols relativement profonds. Dans l'Allier, donc le diagramme du haut, et puis vous avez donc les valeurs sur 1980, 2015 et puis 2050 qui sont reportées, on va dire, sur le petit tableau. Et puis donc Saint-Gervais, regardez à quelle vitesse ça diminue. Je dirais que quand on regarde la courbe rouge, en particulier à Saint-Gervais, ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir de 2030-2035, bah, en année décennale sèche, il n'y a rien qui déborde du sol. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui coule dans les ruisseaux, parce qu'il n'y a pas que ce qui tombe sur place qui fait le ruisseau. Mais ça veut dire que pour qu'il y ait encore de l'eau dans les ruisseaux, il faut qu'il y ait un bassin en amont qui, lui, a un écoulement, on va dire, qui est moins défavorable que ce qui est fait, on va dire, sur la situation de Saint-Gervais. Donc ça, on vous laissera, on va dire, beaucoup de documentation, des vidéos. Peut-être que le deuxième item, on pourrait en parler, c'est le fait que désormais, les projections AP3C ont été intégrées dans le plan stratégique d'adaptation au changement climatique du Massif central. Donc ça, en plus, on va dire, de la reconnaissance scientifique, bah, c'est une reconnaissance, on va dire, administrative de nos travaux qui ont été faits sur le Massif central. Et je vous remercie de votre attention. Merci Vincent. Juste un point de précision, oui, c'est que toutes ces données sont disponibles sur le site du CIDAM, donc sur les pages AP3C dédiées à AP3C, donc notamment toutes les cartes, vous pouvez les télécharger. Et en fait, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous proposer une collaboration, donc comme ça a été évoqué en début, tel que nous avons pu déjà le faire. Et donc, je vous présenterai du coup les résultats de la BD qui a été réalisée par le lycée de la Lozère. Voilà, l'idée, c'est que vous puissiez, avec vos élèves, travailler sur le changement climatique tout au long d'une année scolaire ou sur un module simplement. Mais en tout cas, vraiment, les enjeux, c'est d'impliquer les étudiants dans cette réflexion et qu'ils puissent comprendre, s'approprier le langage, s'approprier les termes, comprendre les incidences sur non seulement le territoire, puisqu'on a des données climatiques, mais aussi sur les exploitations agricoles avec les données agroclimatiques. Et pour cela, on avait travaillé sur des outils pédagogiques qui pouvaient faciliter en fait ce travail, donc en 2023. Et on était ressorti le fait que ça pourrait être intéressant de mêler réflexion agricole et un peu de culture, et notamment en faisant une réalisation de BD ou d'un carnet de route, ou bien d'aller plus dans la technique et puis de travailler avec l'exploitation du lycée, l'exploitation support de l'établissement, et de travailler avec cette exploitation support sur des évolutions qui pourraient être directement mises en place dans cette exploitation pour s'adapter au changement climatique en fonction des productions qui y sont présentes. Donc, pour vous aider, voilà, on avait développé donc 2 cahiers des charges avec la DRAF en 2023 qu'on vous propose de vous renvoyer.
Donc, je vais modifier mon partage et je vais vous montrer le type de support qu'on avait réalisé pour faciliter donc, le travail avec vos élèves. Voilà, donc je vous demande juste 2 petites minutes. Donc, voilà ce qu'on vous propose comme outil. Donc, on vous remet un cahier des charges qui vous explique qu'est-ce qu'on attend de l'atelier que vous mènerez avec vos élèves. Donc, on vous recontextualise, bien entendu, les objets, les enjeux, les objectifs, mais surtout, voilà, comment démarrer avec vos élèves dès 2025 sur un tel projet, avec en préalable notre proposition, c'est d'avoir une intervention. Donc, Laure s'est présentée tout à l'heure pour le département de la Lozère, mais dans chacun des départements, donc, nous avons des conseillers référents en chambre d'agriculture qui maîtrisent parfaitement donc, ces données climatiques et agroclimatiques. Et donc, l'idée, c'est que pour que vous et vos élèves, vous puissiez vous imprégner de ces données, et c'est d'avoir une présentation au moins sur une demi-journée et des travaux avec les élèves pour bien comprendre quels sont les enjeux à l'horizon 2050 sur le territoire. Et à partir de, notamment, moi j'avais envie de dire, de cette intervention, puisqu'il peut y en avoir d'autres, vous pouvez commencer à travailler avec les élèves sur cet outil culturel que peut être une BD. Donc, en commençant par, bien sûr, présenter le contexte géographique du territoire auquel se raccroche l'histoire, et puis après, de rentrer dans le détail avec la réalisation de planches qui peuvent être faites notamment sous Canva. C'est comme ça que l'a fait le lycée de la Lozère. Donc, le format qu'on vous demande, c'est de réaliser une BD. Et puis, après, suivant le nombre de lauréats, enfin le nombre de résultats qu'on a, et puis, si besoin, on peut faire une sorte de classement. Et puis, imprimer, au final, ces bandes dessinées pour que vous puissiez en avoir un retour. Donc, voilà pour la BD. Donc, bien sûr, c'est un document qu'on vous mettra à disposition. Pour continuer donc le partage, je vais vous montrer le cahier des charges de l'atelier de l'atelier ayant comme pour support pédagogique l'exploitation donc de l'établissement. Donc l'idée est la même, hein, c'est le même objectif, c'est de travailler avec les élèves qui puissent s'imprégner du changement climatique, de ces outils. Donc bien entendu une première présentation au préalable par un conseiller qui connaît bien le langage climatique et agroclimatique et les évolutions qui ont été développées dans le cadre d'AP3C. Et après, de développer donc, sur l'exploitation, comme je vous l'ai dit, des projections et des projections climatiques et sur la base d'indicateurs agroclimatiques qui sont en correspondance, bien entendu, avec les productions qui sont sur l'exploitation, de voir quels sont les impacts directement sur l'exploitation et sur la production. On propose de le faire sur 1 ou 2 années scolaires, puisque si jamais derrière cette projection, l'objectif étant de développer des adaptations, c'est plus simple de le faire sur 2 ans. Voilà, ça peut être fait sur 1 an, mais ça peut être fait sur 2 ans. Et donc, soit une réflexion sur des adaptations, soit vraiment sur la mise en place d'adaptations. Donc, voir comment réagissent de nouvelles productions, notamment de nouveaux végétaux, avec des systèmes d'essai sur les parcelles de l'exploitation. Et là aussi, on demande un petit rendu parce que c'est bien d'avoir un retour donc des travaux qui ont été menés. Et donc là, c'est beaucoup plus léger, c'est sous forme de poster qui permet, pour un poster un style
à 3 ou à 2, pour qu'il y ait un poster qui explique tout le cheminement de la réflexion à partir des indicateurs climatiques et agroclimatiques qui vont toucher donc l'exploitation, et puis quelles adaptations ont été proposées, menées, et les résultats, si le cas échéant. Voilà. Donc, je vais maintenant vous montrer en fait les résultats de la BD qui a été réalisée par le lycée de Lozère. Comme Laure Gomita est là, Laure, si tu veux intervenir et compléter ma présentation, il n'y a pas de problème. Donc en fait, au préalable de ces travaux, comme je vous le disais, Laure Gomita elle a fait une intervention pour présenter les données d'AP3C, donc l'évolution climatique et agroclimatique ciblées sur la Lozère, puisqu'on vous l'a bien montré, hein, les cartes elles sont sur le Massif central, mais on peut très bien zoomer sur des territoires. Et donc, à partir de la présentation faite par Laure Gomita, les élèves se sont emparés de ces données et ont commencé à réfléchir à une projection sur 25 ans, sur l'exploitation. Ils se sont quand même servis de l'exploitation existante au sein du lycée pour pouvoir se baser sur quelque chose, mais ça aurait très bien pu être fait chez des agriculteurs. Comme des collectifs d'agriculteurs, comme cela a pu être fait en Haute-Vienne. Si après, Magali, tu veux aussi intervenir sur ta propre expérience. Et donc, à travers des entretiens avec le chef d'exploitation et la situation actuelle de l'exploitation, il y a eu des projections faites sur les changements climatiques et les changements à envisager sur l'exploitation. Donc, il y a eu un véritable travail technique de recherche avec la mise en place d'un cahier technique et des réflexions avant de vraiment passer sur la partie production de la BD. Il fallait vraiment qu'elle connaisse bien l'ensemble du sujet sur lequel elles allaient se baser. Et donc après, donc là, c'est pas très lisible. Et encore une fois, la BD, vous la retrouvez sur le site internet du CIDAM. Donc vous pourrez directement aller la voir en entier. Mais c'était plus pour vous montrer le côté ludique. Donc c'est l'histoire de Vagabonde qui explique qui explique et qui parle à sa petite fille Neige le réchauffement climatique qui a impacté sa vie et comment est-ce qu'elle a dû s'adapter et quelles adaptations ont été mises en place pour qu'il puisse continuer à avoir une exploitation telle qu'elle le connaît aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous laisserai voilà, et avec des petits exemples d'adaptation. Voilà. Donc, je vous laisserai aller voir sur le site internet. Comme je vous disais, donc, je les ai imprimés. Donc, on a quelques exemplaires aussi en version papier dans les chambres d'agriculture, si vous voulez les consulter en version papier. Donc, je vais juste arrêter le partage pour vous montrer la BD telle qu'elle est. Voilà. Alors, c'est vrai que, bon, ça ne se voit pas très bien, mais en 2024, nous avons pu bénéficier aussi d'un petit supplément de financement pour accompagner les élèves suite à ce travail sur un voyage d'études pour qu'elles puissent aller étudier le changement climatique sur un autre territoire. Pour l'instant, on n'a pas malheureusement de possibilité, mais on espère peut-être pouvoir retrouver cette possibilité pour pouvoir accompagner aussi des élèves dans un projet qui aille plus loin que ces premiers travaux. Voilà, donc je vous laisse intervenir et éventuellement questionner ou complémenter ce que je viens de dire. N'hésitez pas. Donc, à la suite de ce webinaire, je renverrai tous les éléments par mail et vous aurez dans le webinaire, bien entendu, dans le support, tous les liens vers le site internet et vers la BD et vers les cartes. Donc, voilà. Donc, à vous la parole. Laurence, si je me
permettre juste de compléter? Bien sûr. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, Laure, ça coupe un peu, mais nous, vas-y. quand on a fait la présentation, quand j'ai fait la présentation, voilà, moi j'ai présenté vraiment les cartes de la Lozère, mais pour l'année prochaine, on peut même aller jusqu'à l'échelle de vraiment les données de l'exploitation, puisqu'on a des données au pixel 500 par 500, et voire même on pourrait envisager de faire un diagnostic de vulnérabilité en amont du travail avec les élèves et en amont du travail sur les différents ateliers. Voilà, c'était juste pour compléter ce qui était maintenant, qui pourrait être possible aussi avec les nouvelles fonctionnalités et outils qu'on peut avoir. Oui, merci Laure pour ce complément. En effet, comme AP3C est un programme qui évolue, on a développé un diagnostic de vulnérabilité face au changement climatique et un plan d'action pour les agriculteurs, à destination des agriculteurs et des exploitations des lycées. Donc, ça pourrait être très bien envisageable de faire ce type de diagnostic pour initier, en tout cas, la réflexion sur le changement climatique avant de passer à une autre partie. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Ou Laurent, est-ce que tu veux apporter quelques compléments peut-être? Non, je n'ai pas prévu d'apporter de complément. Simplement, on voit bien à travers ces exemples que ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est vraiment que vous puissiez vous approprier à P3C ces données agro-pédoclimatiques dans vos enseignements à travers des actions qui embarquent les apprenants. Et c'est vraiment comme ça que le message passe. C'est vrai que nous, à travers l'exemple de la BD, on a vu des étudiantes, comme le disait tout à l'heure notre élu, on est sur une promo où il n'y avait que les filles, des étudiantes qui avaient une vision assez intéressante et très positive de l'agriculture parce qu'elles se sont appropriées ces données-là, qu'elles se prédestinent pour certaines d'entre elles à être agricultrices, d'autres à être conseillères. Et finalement, ça y est, elles se sont déjà projetées dans l'avenir avec une vision, moi, qui m'a bluffé, qui était très pragmatique, très professionnelle. C'était plus des étudiantes, c'était déjà des personnes qui avaient un pied dans le monde professionnel. Alors, je dis pas que tout est dû à ces travaux-là, mais je suis convaincu que ça a eu un rôle assez intéressant, assez positif, quoi, lequel s'embarque là-dedans. Donc, si vous voulez commencer cette expérience dès la rentrée, je vous laisserai me recontacter puisque le plus simple, c'est que moi, je puisse centraliser les demandes. Ou bien, mais si vous êtes déjà en contact avec un conseiller référent dans votre chambre d'agriculture, la chambre d'agriculture de votre département, de demander qui est le conseiller référent sur AP3C et que vous puissiez vous mettre en lien pour travailler sur un tel projet. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, je vous remercie de votre participation et je reste à votre disposition. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir, merci. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Bon. Bon, désolé, je venais d'être sollicité dans le bureau quand tu m'as interpellé. Donc. Ah non, non, mais c'est pas grave, c'est juste que j'espérais avoir quelques questions, mais Bah ouais. toujours. Bon, après, On verra. si c'est enregistré, on va miser aussi sur ceux qui vont. Je vais couper l'enregistrement. On va miser aussi sur les personnes qui vont revoir la diffusion, alors s'ils en étaient demandeurs.